Bienvenue dans cette nouvelle émission Objectif 2050, Investir pour demain. Je suis Guillaume Lucchini, associé fondateur du cabinet Scala Patrimoine. Comme vous le savez peut-être, la France et plus de 130 pays dans le monde se sont engagés vers la neutralité carbone d'ici 2050. Mais bien évidemment, sans la contribution de chacun, cet objectif sera inatteignable. Nous avons donc la certitude que chaque épargnant aura un pouvoir très important, peut-être même plus qu'avec un simple bulletin de vote. L'objectif de cette émission est simple, vous faire partager nos convictions concernant l'investissement responsable et confronter celles-ci avec les acteurs du changement climatique pour essayer de faire émerger les bonnes pratiques de demain. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Philippe Zawati, directeur général de Mirova. Bonjour. Bonjour Philippe, vous allez bien ? Très bien. Super, on va parler de finances et surtout de limites planétaires, donc de notions qui font du bruit aujourd'hui dans la presse spécialisée et généraliste. On est dans un moment d'actualité puisque finalement vous publiez un livre qui s'appelle « La finance face aux limites planétaires » avec un livre qui est issu finalement d'un dialogue avec un philosophe qui s'appelle Dominique Bourg. Quels sont pour vous les principaux éléments à retenir finalement de cette conversation ? D'abord, je pense que c'est très important d'avoir des conversations avec des gens différents. Ouais. C'est un peu l'objet des grandes conférences type COP et autres, mais souvent on reste enfermé dans un cercle. Donc, les financiers parlent aux financiers, les économistes aux économistes, et puis les négociateurs des COP entre eux autour d'une table. Et en fait, on est face à un problème réellement quasi philosophique en réalité, une transformation massive de la société. C'est pas seulement un problème économique et financier. On a un problème de comportement, de consommation, d'équilibre aussi, de transition juste aussi, de problématiques sur les inégalités. Tout ça, c'est en fait la façon dont on vit ensemble et dont on conçoit notre rapport aussi à la nature, à notre environnement et aux autres. Et donc, discuter de ça avec un philosophe, c'était particulièrement enrichissant. Je trouve que c'était une bonne façon de remettre un peu à plat et à niveau les convictions que moi je porte depuis maintenant une dizaine d'années dans la finance et de voir comment est-ce qu'elles peuvent se refléter à travers cette analyse de quelqu'un qui prend un peu plus de hauteur. Ouais, c'est ça, finalement, c'est de la prise de hauteur. C'est de la prise de hauteur. Ouais. Oui, d'accord. Et finalement, est-ce que la finance peut s'inspirer de la philosophie justement pour essayer de trouver des solutions concrètes à ces problèmes climatiques ? Alors, Dominique est un philosophe, mais c'est un philosophe très concret en fait. Ouais. Il part de l'analyse en réalité de géophysique en quelque sorte de la planète. Et donc, on est parti d'un constat qui est cette problématique des limites planétaires. Donc, ça veut dire, on définit 9 limites planétaires. On parle très souvent du climat. C'est l'une d'entre elles. C'est une sur 9. Et ces limites, aujourd'hui, il y en a 7 qui sont dépassées. C'est-à-dire qu'on a surexploité, on a coché beaucoup de cases, et là c'est pas bien de cocher les cases, c'est pas bon. Mais on a effectivement surexploité la planète, et ce qui est la source en fait de cette surexploitation, c'est notre économie, c'est la façon dont on gère la production de biens, de services, etc. Et donc, et c'est une façon d'agir ou c'est une façon d'être finalement ? Je crois que c'est un peu des deux en fait, parce que aujourd'hui, on peut se dire que c'est la réponse à des besoins, mais ça va aujourd'hui bien au-delà de la réponse à des besoins. On le sait, on a connu ces 30 dernières années une évolution absolument massive de notre vie en société et de notre vie sur la planète. Et cette évolution, on peut la mettre un petit peu en parallèle. Il y a l'évolution liée à l'environnement, liée à la planète. On a produit de plus en plus. La croissance de production ces 30 dernières années, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu avant, y compris pendant le début de l'ère industrielle. Ouais. C'est exponentiel. Et donc, on utilise de plus en plus de matière et on devient un acteur géologique, en fait. Et donc ça, on le voit bien, on le comprend bien. Ouais. Et puis, si on fait le parallèle avec la finance, pendant cette même période, ces mêmes 30 années, a changé considérablement aussi, et elle est devenue une finance hyper liquide, flexible, vous savez, toute la libéralisation de la finance qu'on a eue ces 30 dernières années. Et en fait, on se retrouve ces deux éléments-là ne sont pas complètement déconnectés l'un de l'autre. Ouais. C'est aussi parce que on avait besoin d'une finance hyper liquide, hyper flexible pour financer cette hyper production
qu'on est allé dans cette évolution à la fois réglementaire et de comportement. Et donc, si on veut maintenant se remettre à l'intérieur des limites planétaires, il faut aussi que la finance revienne. On fait un espèce de recul en arrière. Oui, alors c'est pas Paris 7, mais c'est pas remettre le dentifrice dans le tube. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a une espèce d'entropie qui fait que c'est toujours difficile de revenir en arrière. Mais en tout cas, revenir à une finance qui accepte d'avoir des grains de sable dans ses rouages. En fait. Donc pour vous, c'est pas des notions qui sont antinomiques quand on parle de finance et de dérèglement climatique? Au contraire, je pense que la finance, et de toute façon, la finance est là, et c'est un élément fondamental de notre société. Ouais. Et donc, on va pas faire sans finance. De toute façon, on n'a jamais fait sans finance. Bien sûr. Et donc, il faut absolument que la finance parle de changement climatique. Après, la question, c'est plus comment est-ce qu'on reconnecte la finance et l'économie à une notion qu'on a un peu oubliée, qui s'appelle l'intérêt général, en fait. Ouais. C'est ça le sujet. Et donc, sur le climat, clairement, aujourd'hui, on a besoin de finances sur plein de sujets. On a besoin de finances parce qu'on a besoin d'investissements massifs pour répondre aux enjeux. On a aussi des enjeux de développement en parallèle de ça. Hein, donc, il faut bien voir. La vraie problématique, elle est là. C'est qu'on est 8 milliards d'habitants. On va passer à 9 ou 10. On a tout un tas de zones sur la planète qui sont en développement ou en difficulté de développement. En Afrique, par exemple, il y a 600 millions d'Africains qui ne sont pas connectés à l'électricité. Les investissements en Afrique aujourd'hui dans l'énergie, ça représente 2 à 3% de l'investissement dans l'énergie au niveau mondial, pour une population qui représente entre 18 et 20% de la population mondiale. L'investissement solaire en Afrique aujourd'hui, c'est le même niveau que l'investissement solaire aux Pays-Bas. Donc vous voyez qu'on va avoir besoin de toute façon de construire dans les pays émergents, dans les 20 à 30 prochaines années, autant d'infrastructures qu'on en a construites pendant les 2 ou 3 derniers siècles. Donc ce besoin de développement, il est là, il existe, et donc on a besoin de cette finance pour orienter les investissements vers ces infrastructures indispensables, et puis surtout les faire de façon la plus propre possible. Bien sûr. Vous parliez tout à l'heure d'intérêt commun, d'intérêt général. Est-ce que quand on associe la finance avec des notions de croissance, on ne se retrouve pas avec des sujets, là encore, qui sont plus ou moins compatibles? Là, on touche, on va commencer à dire des mots compliqués. Ouais. C'est sûr que le débat autour de la décroissance, je pense, c'est un débat mal posé. C'est un débat qui est posé de façon extrêmement politique, polarisée et politique. La réalité, c'est qu'il y a effectivement un certain nombre de choses qu'il va falloir faire moins. Donc, prenons un exemple, la production de plastique. Aujourd'hui, la production de plastique est un vrai problème massif. Dominique Bourg disait dans une de nos dernières conversations, vous savez que vous, moi, chaque semaine, on ingère à peu près l'équivalent d'une carte bancaire en plastique, chaque semaine. Et ça, le consommateur en est conscient aujourd'hui. Commence à en être conscient, mais si on continue à produire du plastique au rythme où on le fait aujourd'hui, et même en croissance, puisque ce qui est prévu pendant les prochaines années, c'est encore d'aller encore plus loin, eh bien, on va simplement s'empoisonner. C'est aussi simple que ça. Donc, effectivement, oui, il faut produire moins de plastique demain. Alors après, on appelle ça décroissance ou ce que vous voulez, mais ce qui est certain, c'est qu'il va falloir en faire moins. Et on a cette problématique-là aussi avec l'accès aux matières, l'accès aux matériaux, les métaux, etc. Donc, en fait, on doit repenser une économie dans ses limites. Ça, peu importe le mot qu'on utilise. Après, est-ce que ça veut dire qu'il faut arrêter de faire du progrès, arrêter de financer de nouvelles choses, arrêter de financer de l'innovation? Je ne crois pas. Je pense qu'au contraire, ce financement de l'innovation, à condition que ce soit de l'innovation qui serve l'intérêt général et qui ne soit pas de l'innovation qui soit là uniquement pour continuer à faire du business as usual et à explorer du pétrole, eh bien, à ce moment-là, oui, je crois qu'on peut à la fois continuer à faire du progrès, de l'innovation, du financement de nouvelles initiatives et en même temps, eh bien, être conscient qu'il y a un certain nombre de choses qu'il va falloir changer et ralentir. Voilà. Ce que vous nous dites aujourd'hui, que finalement, c'est choisir, c'est pas un choix, mais c'est déconsommer pour consommer autrement. C'est finalement un changement de façon d'agir par rapport à une façon d'être aussi. C'est une façon de... Qui prend conscience aujourd'hui de la planète. De se mettre en adéquation avec des limites qui sont là, qui vont être de plus en plus prégnantes, de plus en plus fortes. Et effectivement, ça implique un changement de consommation. Ça implique surtout, je crois, au-delà du changement de consommation, un changement d'incitation. Parce que la réalité, c'est que la consommation, elle dépend de quoi? Elle est quand même
extrêmement poussé par des incitations de plus en plus fortes. Bien sûr. Si on n'avait pas de la publicité en permanence pour des SUV, on n'achèterait pas des SUV ou on en achèterait moins. Enfin, je veux dire. Donc, on a aussi ce changement nécessaire des récits, des imaginaires. Je parlais de la discussion avec un philosophe, mais on pourrait avoir les mêmes discussions avec des artistes, avec des créateurs, avec des cinéastes, avec des écrivains. Parce que je pense qu'il faut aussi qu'on change de façon de voir le monde. Il faut aussi qu'on change de façon aussi de mesurer le succès. C'est quoi le succès? Qu'est-ce que ça veut dire réussir? Et ça commence dès l'école. Enfin, on a des énormes problématiques d'éducation aujourd'hui. C'est là où ça va commencer. Donc beaucoup de pédagogie. Certainement. Et d'ailleurs sur le prisme finalement de l'épargne et de l'épargnant, on sait que le label ISR a joué entre guillemets sa carte depuis quelques années pour apporter finalement une sorte de pédagogie pour aiguiller justement vers cette transition. On a une refonte qui est toute récente. Quelle est votre opinion justement sur les sujets d'énergie fossile? Est-ce que le débat a été poussé suffisamment? Quel est votre avis un peu là-dessus aujourd'hui? On a beaucoup parlé des consommateurs et de la façon dont les consommateurs pouvaient influer sur la trajectoire, mais c'est évidemment vrai des épargnants aussi. Les épargnants doivent être des acteurs. Simplement, pour être un acteur, il faut avoir de l'information. Et donc l'information, elle passe notamment par effectivement des labels, du reporting, de l'explication, de la transparence. Donc le label ISR est un des éléments qui permet ça. On a eu un moment un peu fort, un moment de décision politique, ce qui n'arrive pas toujours, pas assez souvent. Et on voit que quand les politiques ont le courage de prendre des décisions, ça peut effectivement faire changer les choses. Donc là, le ministre de l'économie a décidé effectivement que dans la future version du label ISR, les gérants d'actifs ne pourront plus investir sur des compagnies pétrolières qui continuent à faire de l'exploration. C'est un signal très fort, même si ça ne représente aujourd'hui que les fonds ISR ne représentent que 1,5-1,6% du capital des grandes compagnies pétrolières. Mais malgré tout, je crois que c'est un signal très clair de transparence et de crédibilité vis-à-vis de l'épargnant. Et ça lui donne, je crois, un outil pour pouvoir agir plus efficacement. On est d'accord que cette décision politique, elle a été surtout insufflée par des gens comme vous qui ont envie aujourd'hui d'accompagner cette transition et pas d'avoir juste ce côté un peu marketing, quoi. On est d'accord, c'est aller au bout des choses. Je pense qu'effectivement, les décisions politiques ont besoin d'acteurs pionniers. Moi, ce que je dis depuis 10 ans, je crois que je ne pense pas qu'aujourd'hui, le besoin de pionniers ait disparu. On a besoin de gens qui sont en avance, qui poussent, qui montrent qu'on peut faire toujours un cran plus loin. Et ça, c'est extrêmement important pour les décideurs politiques, parce que les décideurs politiques peuvent dire, vous voyez, c'est faisable. Vous avez là un exemple d'acteurs qui sont en capacité de le faire. Et donc, on peut essayer de le généraliser. Voilà. Bon, Philippe Zaouti, merci beaucoup pour ce moment. En tout cas, merci pour le travail qui est fait au quotidien par vos équipes. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour cette émission Objectif 2050.